Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour, bienvenue sur la vitrine de l'emploi, votre programme de valorisation des savoir-faire faire de la diaspora africaine. Nous recevons pour cette autre édition spéciale un invité pas des moindres, Paulin Takumbo Takam. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous, merci infiniment pour l'invitation et je salue tous les radios écouteurs ou bien les téléspectateurs, disons. Merci à vous. Merci à vous d'être avec nous. Vous avez accepté notre invitation. Vous êtes en ligne depuis la province de Asti. Nous sommes dans le Piémont. Vous confirmez? Exactement, oui. Disons que la ville s'appelle Camerano Casasco. C'est une petite ville, disons avec plus ou moins 504 âmes. Et c'est un paysage énormément représentatif de notre très chère région Piémont. On y reviendra en tout cas et vous comprendrez pourquoi. Avec nous aussi, Kenny Takam. Vous êtes ingénieur et vous nous accompagnez depuis peu dans ce programme. Vos questions laissent parler d'elles-mêmes. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, bonjour David et merci pour l'invitation. Merci à vous tous. Alors, on revient à vous, Paulin Takam. Il paraît que depuis Camerano, il se produit un très bon miel de ce côté-là. J'attends la confirmation de vous. Bon, de mon côté, disons que moi, j'ai quand même, pour être plus clair, une influence très réduite par rapport à l'appréciation de la qualité parce que je suis de la part de celui qui doit quand même améliorer l'appréciation du produit du coup. Je préfère toujours laisser donner des avis par les consommateurs. Et bref, du feedback reçu des centaines de consommateurs, effectivement, oui, ils apprécient énormément la qualité du produit. Et bref, aussi en disant, bon, ce n'est pas seulement un miel, mais c'est un travail qui est lié principalement à une collaboration entre l'apiculteur et les abeilles, pour ne pas exclure au préalable l'environnement, parce que sans plante, il n'y a pas de nectar, sans nectar, il n'y a pas de miel. Donc du coup, notre vie est liée complètement à ce cycle qui nous permet d'avoir quand même des merveilles. Du miel, quand même, nous n'avons pas un seul miel, mais beaucoup de qualités de miel qui représentent exceptionnellement les territoires dont nous faisons des visites avec nos colonies. Vous l'avez compris, je vous ai laissé donner les couleurs de cette émission. Vous êtes ingénieur agronome spécialisé dans la production du miel. Vous avez mis sur pied une structure, PolyAgriNova, qui s'en charge justement. Vous êtes donc promoteur, disais-je, de cette structure et depuis quelques années déjà, vous menez votre petit bonhomme de chemin et nous allons parler, bien sûr, du projet PolyAgriNova. D'où vous vient l'idée, le nom? Alors, au préalable, je veux dire que, bon, disons, l'apiculture pour moi a été toujours un aspect très curieux, disons, depuis l'enfance, parce que mon papa avait déjà des ruches, il avait des colonies, et l'apiculture au Cameroun n'était pas telle que nous l'entendons, disons, que dans une gestion moderne telle qu'on le retrouve ici, quoi. Et depuis l'enfance, mon papa avait 2 colonies et la récolte se fait, disons, en faisant de l'entaille sur les structures de construction, les structures d'emmagasinement de miel. Et là, du coup, le système de consommation aussi est lié à la portion taillée. Nous allons savoir que les covins, disons, les abeilles naissantes sont élevées aussi dans les mêmes cellules où s'emmagasine le miel en excès. Et du coup, si on taille des covins avec des abeilles naissantes qui sont déjà complètement fonctionnelles, il y a du risque d'être piqué par l'abeille. Et moi, d'habitude, étant un peu très têtu, j'avais l'habitude de ne pas toujours écouter les recommandations du papa. Donc lui, il recommandait toujours, évitez de prendre si je ne vous le donne pas. Alors, très impatient de goûter un truc tellement sucré, aussi différent que le sucre. Dès qu'il se tournait, j'allais immédiatement à prendre une portion de cela. Et malheureusement pour moi, je prenais la portion qui avait l'abeille naissante. Et du coup, j'étais immédiatement mal accueilli par le morceau de cire inséré dans la bouche parce que la langue recevait des piqûres. Alors là, j'ai dit, bon, si je parviens à trouver le mécanisme pour lequel
quand je prends sans permission, je suis puni par la piqûre, alors je pourrais éviter d'être piqué à chaque fois que je m'avais prendre sans permission. Là, alors j'ai commencé à nourrir l'intérêt pour les insectes en particulier, en général. Et où je trouvais un nid d'abeilles, j'ai parti regarder un peu le comportement, je cherchais à étudier le fonctionnement. Et là aussi, j'ai découvert que les abeilles pouvaient attaquer l'être humain à distance aussi. Hein. Et du coup, quand j'ai quitté le village, disons après le baccalauréat, disons après le CAP, après le CAP, je me suis déplacé, du coup j'ai perdu la ligne sur cette curiosité. Quand je suis arrivé ici à l'université, j'ai trouvé qu'il y avait un cours dédié spécialement à l'apiculture, presque 120 heures de cours. Et j'ai dit, bon, quelle occasion meilleure de celle-ci pour pouvoir approfondir les doutes que j'ai toujours eus depuis l'enfance. Et là, du coup, je me suis inscrit au cours pour éliminer tous les doutes que j'avais. Malheureusement pour moi, ou bien heureusement pour moi, j'ai approfondi et j'ai augmenté la quantité de doutes qui étaient liés à cette curiosité. Là, du coup, j'ai dit, bon, pour moi, ce serait l'opportunité alors de mieux comprendre comment ça fonctionne. Et là, j'ai décidé de faire la soutenance du premier niveau, du premier cycle, en faisant une thèse là-dessus, qui était principalement liée à l'historique de l'apiculture au Cameroun. Donc, l'évolution et les problématiques liées à l'apiculture du Cameroun. Après cette première recherche, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de problèmes sans solution et j'ai décidé alors de faire une seconde partie quand je faisais la maîtrise, de faire, disons, une concentration sur le problème le plus élevé, qui était celui de l'instrument d'habitat des abeilles, c'est-à-dire la ruche. Alors j'ai fait une seconde thèse qui était la mise en conflit des ruches du Cameroun et des ruches italiens. Et là, après cette partie, j'ai décidé maintenant d'entreprendre, parce que déjà, au premier cycle, j'avais décidé de faire de l'apiculture de métier. Et après la seconde partie, alors, j'ai dû approfondir en plus l'aspect gestionnel, parce que le résultat était extrêmement intéressant. Mais malheureusement, pour moi, je n'avais pas de ressources économiques ou alors des disponibilités de connaissances pour pouvoir mettre au profit de mes compatriotes cette thèse, disons, ce résultat obtenu à travers ces preuves. Voilà d'où l'idée de mettre sur pied l'entreprise. Ça, c'est une première motivation. La deuxième motivation était liée principalement à un aspect, disons, plus humanitaire, parce que nous savons bien que le Cameroun est un consommateur assez soutenable de miel. Malheureusement, on n'y trouve pas la qualité des produits utiles pour pouvoir satisfaire la demande interne. Et donc, si j'ai acquis les connaissances réelles et pratiques pour pouvoir augmenter la qualité et la quantité de produits au pays, beaucoup de jeunes, beaucoup de familles pourront en trouver du bien, en trouver de l'emploi à travers ce métier, qui d'ailleurs ne demande pas des ressources économiques de départ assez élevées et permet de monter le plus tôt possible à un résultat assez reconnaissable. Parce que le miel, on en consomme partout, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Europe, où vous vous trouvez. Kenny Takam, vous auriez une question à ce niveau? Votre micro, s'il vous plaît. Oui, bonjour encore Paulin, bienvenue à cette émission. Ma question était bien évidemment un peu sur les motivations, non, qui t'ont permis de pouvoir mettre vraiment sur pied cette entreprise que moi particulièrement je connais depuis le début de ce parcours. Donc, je voudrais tout simplement savoir, n'est-ce pas, quelles ont vraiment été les motivations qui t'ont permis, c'est-à-dire du moment où tu arrives en Italie, jusqu'à tu as ton visa comme ça de l'ambassade, tu arrives en Italie et tu fais les études, tu décides de faire particulièrement l'apiculture et aujourd'hui, je ne sais pas si tu continues vraiment de vivre de cela.
parce que tu es un des rares Camerounais que nous connaissons dans notre communauté ici au Piémont, qui soit, je veux dire, entrepreneur comme toi et qui vit vraiment de ce métier-là. Donc les motivations même, quelles sont les vraies motivations? Tu as un peu expliqué, mais je veux bien savoir quelles sont les vraies motivations de cet entrepreneuriat. Faut juste renchérir. Je remercie. Sens des problèmes, les cris de ventre. Est-ce que, voilà, parce qu'on se serait attendu, voilà, après votre diplôme, j'ai l'honneur, bien sûr, pour travailler pour d'autres. Est-ce que là, vous avez été rattrapé par... Alors, disons que dans la norme, il n'y a rien qui arrive par hasard, disons. Et la question de Roméo me reporte, parce que bon, moi, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de synthétiser pour ne pas avoir trop à dérailler, bon, ou alors à la sortie du thème. Et la motivation est là. Alors, je reprends un peu de nouveau. Quand j'ai fini avec le baccalauréat, j'ai fait un brevet de technicien. Donc, j'ai le brevet de technicien en menuiserie et bénisterie. Et donc là, déjà, j'ai eu un premier problème de trouver le cycle supérieur qui me permettait d'approfondir dans ce domaine. Et à travers l'ambassade italienne, on m'a fait comprendre qu'il y avait une structure qui travaillait dans le secteur bois, ou alors dans le design. Il s'agissait de l'Académie d'Elbès de Beaux-Arts. Et là où je pouvais avoir un suivi continu de ce que moi j'avais déjà fait comme parcours du lycée technique. Mais par contre, bon, mes parents sont, disons, ici là ils appellent agriculteurs, ou bien entre parenthèses, avec des personnes qui vivent des produits de la terre. Et donc j'ai assez un historique qui est lié principalement à l'utilisation de la terre et des ressources de la terre pour y vivre. Et là, alors j'ai dit, mais il n'y a pas de meilleur que de pouvoir améliorer d'un point de vue de la connaissance, disons, ce que moi j'ai eu à acquérir pratiquement sans par contre savoir le pourquoi je faisais des choses. Et le choix a été de faire d'abord en premier lieu, pour l'introduction dans l'université ici, de faire la foresterie. Parce que quand je suis arrivé en Italie, je suis arrivé avec un visa qui me permettait de faire un cycle lié à la foresterie. Et une semaine après la préinscription, donc il y a le test d'entrée, après le test d'entrée, il y a la préinscription. Une semaine après la préinscription, j'ai fait une rencontre au niveau du siège central de l'université, où ils avaient des journées portes ouvertes avec des éducations ou bien des conseils d'orientation pour les choix des matières ou bien des filières. Et après avoir eu cet éclaircissement sur ce que s'occupait chaque filière, j'ai décidé immédiatement de changer et faire agronomie. Les sciences agraires, pour moi, dans la pratique, sont des choses qui sont innées. Mais là, ça donne des limitations parce que bon, la pratique n'est pas immédiatement accessible si on ne parvient pas à maîtriser théoriquement les cycles ou bien les phases des travaux. Ayant choisi de faire les sciences agraires, nous avons tous, ou bien presque tous, des dénominateurs communs, qui sont des difficultés économiques lorsqu'on se prépare pour se déplacer de son propre pays. Et donc, du coup, les parents n'ont pas toujours la facilité économique de pouvoir nous soutenir pour le déplacement et aussi pour le survie. Alors, en premier lieu, il y a la nécessité pour moi de maintenir la bourse d'études. Et là, je remercie entre parenthèses le gouvernement italien, je remercie Ediso Piemonte pour m'avoir permis de faire ces études. Parce que je dois être un peu, je ne sais pas si c'est cruel, mais c'est transparent, c'est sincère. Jusqu'ici, là, notre pays n'a pas vraiment cet aspect de la reconnaissance des intellects, la connaissance du futur d'un pays, donc la reconnaissance de mettre à disposition du jeune les instruments pour lui permettre de s'instruire. Le développement d'un pays part de l'instruction de ses enfants. Alors, l'Italie m'a accueilli, m'a donné la possibilité, soit économique, structurelle et aussi formative, de pouvoir m'instruire. Donc là, déjà, c'est une différence. Alors, la deuxième phase arrive au moment où je dois faire la deuxième thèse, donc au niveau du second cycle. Parce qu'il était question pour moi de mettre sur pied cet instrument qui était un point de départ pour notre apiculture, donc pour le développement camerounais, de pouvoir rendre moderne et alors donner du travail réel aux paysans
là, il ne faut pas faire des cycles universitaires de 5 ans pour faire l'apiculture. Mais il faut simplement utiliser du matériel juste, avoir un guide et alors parvenir à avoir un revenu. Et entre parenthèses, au Cameroun, je pense que la possibilité de faire l'apiculture permet à l'être humain d'avoir un revenu qui est presque, je ne peux pas dire égal, mais plus de la moitié, qui est plus de la moitié d'un salaire de ministre, si l'apiculture est appliquée comme il se faut. Donc du coup, j'ai cherché à avoir des collaborations à travers le pays. La première intention pour moi a été d'ouvrir mon entreprise au Cameroun. Mais les difficultés d'accès aux informations, de la clarté des communications, d'accès aux bureaux liés à l'éducation ou bien à l'orientation des jeunes entrepreneurs étaient énormes. Là, je n'ai pas pu malheureusement continuer sur cette lignée. Et du coup, j'ai demandé les mêmes informations que je demandais dans des bureaux administratifs camerounais, ici en Italie. Et j'ai eu des informations, des retours d'informations qui me permettaient de savoir qu'est-ce qu'il me fallait, où est-ce que je devais aller, comment est-ce que je devais procéder pour pouvoir être en règle, être en norme dans la gestion de l'emploi. Bien évidemment, il ne faut pas qu'on confonde les choses, ce n'est pas immédiat, ça n'a pas été facile de le faire. Mais la documentation ou bien le fournissement des informations m'a fait comprendre que c'était faisable. Tout aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est facile, mais c'est complexe. En même temps, si tu y tiens, ça veut dire que tu peux affronter la complexité. Et donc, la question de Roméo, de savoir la motivation pour laquelle j'ai eu à choisir à faire l'entrepreneuriat, est liée principalement à ce motif. Mon gouvernement, au moment opportun, de pouvoir mettre à l'utilité de la communauté locale ou bien de la communauté régionale de mon pays, ne m'a pas porté soutien. Ne m'a pas laissé facile les portes ou bien laissé facile l'accès aux informations nécessaires pour pouvoir le faire. Par contre, le gouvernement italien, oui. Alors, et donc, juste pour vous relancer, est-ce que vous décriez là un accès pas facile à l'information ou alors vous les avez approchés et il y a eu un refus de vous accompagner? Non, moi j'ai décrit là un accès pas facile aux informations. Aujourd'hui, bon, il y a cela 12 ans déjà passé, donc c'est parce que là il s'agit de 2012, si je ne sais pas. Parce qu'en 2012, j'ai fait une descente au Cameroun pour pouvoir continuer avec la recherche qui était liée à la thèse. La soutenance, je l'ai fait en 2014. Parce que j'ai eu à faire en 2013 une activité pratique pour pouvoir vérifier réellement si les conditions étaient possibles, favorables, pour pouvoir faire à ce que. On utilise la ruche, bien évidemment modifiée. Le prototype, je l'ai. Si on utilise la ruche que nous utilisons ici en Europe, avec la souche d'abeilles camerounaises, est-ce qu'on peut avoir un résultat positif? Et là, c'est oui. C'est oui. Mais le résultat positif n'est pas lié simplement à l'aspect économique. C'est lié à beaucoup d'aspects très importants que nous ne regardons pas du tout. À l'aspect environnemental, à l'amélioration de la pauvreté, à l'amélioration de la qualité de vie, je vous en prie, parce que là, c'est très important, la qualité de vie. Si je peux me le permettre, au Cameroun, tout aujourd'hui, nous consommons des produits, entre parenthèses, appelés miel, qui ne le sont pas, qui sont des sources de maladies pour l'habitation. Les sources de maladies pour ceux qui le consomment. Alors, si on parvient avec toutes les ressources qu'on a au pays, je retiens à dire, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, donc on a des floraisons 9 mois sur 12. Par contre, en Italie, on a des floraisons 4 mois sur 12. Si au Cameroun, on parvient sur ce secteur très, très réduit, qui actuellement est en train de naître au Cameroun, à donner des informations, des instruments très utiles pour nos compatriotes. C'est immédiat qu'on puisse réduire rapidement, je ne dis pas immédiatement, mais rapidement, le taux de chômage. Je pense que ce sont des instruments qu'on devrait quand même chercher à utiliser. Mais malheureusement, il n'y a pas toujours la confiance envers notre gouvernement. Il n'y a pas la confiance envers même les informations reçues du gouvernement. Parce que là, nous nous trouvons toujours en difficulté quand, après avoir fourni ces efforts d'études à l'étranger, on aimerait retourner pour investir. On n'a pas toujours le chemin facile. Et moi, j'aime toujours dire, je suis assez heureux. Je ne suis pas très capable de battre la main sur la table. Et je n'ai pas la force de pouvoir discuter ou alors de pouvoir argumenter d'une autre façon mes intentions. Alors, je choisis là où on me laisse la possibilité
pratique de démontrer ce que je vaux. Alors là, l'Italie m'a donné la possibilité de montrer pratiquement ce que je vaux. Alors, exactement. J'essaye un peu. Ah, ok. Allons-y. Exactement, nous allons essayer de sortir de cette question pour entamer la question de quels sont les atouts que vous avez trouvés sur le territoire italien et surtout les difficultés rencontrées dans ce chemin pour vous mettre à votre propre compte. Mais seulement une dernière question pour vous laisser justement liquider le sujet récent. Est-ce que vous avez éventuellement des contacts avec des coopératives d'apiculteurs au Cameroun ou alors d'étudiants comme vous, d'agronomes comme vous, qui se lancent dans la production du miel? Est-ce que vous avez éventuellement, vous êtes quelquefois entré en contact avec ceux-là? Alors, je commencerai la réponse par la dernière question. Oui, bien évidemment, depuis 2 ou 3 ans, je suis entré en contact avec... en réalité, c'est depuis 2013 même. Il y a un compatriote avec qui nous sommes arrivés en 2008, qui était déjà très passionné par l'agriculture, mais il a fait un autre choix. Donc, avant de quitter le pays, il avait fait un autre choix. Et il a quand même continué avec son parcours universitaire. Et quand même, déjà en 2013, on est toujours en contact parce que la nécessité pour lui, ou bien pour moi également, c'était de trouver un moyen pour collaborer et à chercher à mettre pratiquement à la disponibilité de nos compatriotes au pays les données ou bien les informations, les connaissances agronomiques. Et il y a de cela 2 ans, je suis entré en contact avec un groupe de Camerounais qui d'ailleurs sont venus ici dans mon entreprise pour faire une visite guidée. Et là, dans le groupe, on a parlé, disons que la visite du groupe était liée à la prise en contact pour la première fois et aussi pour observer ce que j'aimerais qu'on applique au Cameroun, donc ce que j'aimerais qu'on fasse réellement au Cameroun. En même temps, trouver si on avait des choses en commun qui nous permettaient d'avoir le parcours un peu plus léger afin de mettre en pratique cela. Et en même temps aussi, on m'a intégré dans des groupes d'apiculture. Il y en a des groupes d'apiculture. Voilà pourquoi j'ai dit que l'apiculture est en train de naître au Cameroun. Parce qu'il y a ceux qui déjà utilisent les colonies ou bien des ruches rationnelles. Mais il y a toujours le point de départ. Si on ne connaît pas la biologie de l'insecte, on ne peut pas connaître la gestion de l'apiculture. Pour moi, l'apiculture part de la connaissance de la botanique, de la biologie et de la morphologie, soit des plantes que des insectes. L'apiculture, heureusement, c'est un métier qui permet d'être ajourné sur beaucoup de facteurs. Donc, il ne suffit pas de faire l'apiculteur. Et là, déjà, à savoir qu'il y a des gens intéressés à faire cela m'a donné beaucoup d'efforts, beaucoup de courage beaucoup d'encouragement pour pouvoir continuer sur le lancer. Je connais des personnes qui sont vraiment compétentes au Cameroun et qui le font comme métier, comme profession, mais seulement ils se comptent au bout des doigts. Ils ne sont pas plus de 5 personnes dans tout le territoire camerounais qui ont vraiment une connaissance de profession comme celle-ci pour pouvoir appliquer. Le but serait qu'on puisse rendre vraiment accessible à tous ceux qui ont l'intention de le faire, le métier d'apiculteur. Et la collaboration, pour l'instant, n'y est pas, mais pas par la faute de quelqu'un d'autre, mais de ma part. Parce que comme je disais, il y a cela quelques minutes, moi j'aime être pragmatique. Alors, celui qui doit subir une formation est la personne qui doit exercer. Je ne trouve pas fructible, je ne trouve pas profitable, je ne trouve pas utile qu'un employeur ou bien quelqu'un qui est déjà occupé par d'autres côtés vienne faire la formation d'apiculture pour pouvoir, à son tour, servir d'intermédiaire pour le destinataire final de l'opération. Là, ça ne donne pas vraiment du profit. Pour moi, c'est très facile et je suis totalement disponible à donner un coup de main à celui qui veut exercer personnellement pour l'amélioration et la croissance de son entreprise en apiculture. Donc, voici le premier point. Voilà pourquoi j'ai refusé une collaboration avec d'autres personnes qui n'étaient pas eux-mêmes impliquées directement. Il y a eu des propositions de coopération ou alors d'aide financière
pour pouvoir faire cela. Là aussi, j'ai dit non. Parce que moi, j'ai eu des expériences très néfastes, très négatives par le passé, à travers l'utilisation des ressources économiques communautaires ou alors des associations non bénévoles sur l'impact local. Alors, pour moi, je préfère qu'un projet puisse être très peu économiquement, mais profitable pour celui, donc pour le destinataire final. Voilà pourquoi, jusqu'ici, je n'ai pas encore pu trouver le collaborateur réel, le collaborateur effectif pour le faire. Malheureusement, cette année, en janvier, je devais aller au Cameroun pour une séance de formation d'un mois. Et pour des motifs liés au coronavirus, je ne le ferai pas. Mais ce sont des projets qui sont en cours. Et ce sont des projets que je porterai à terme. Ça, c'est certain. Avec le temps, je le ferai. Et j'apprécie tous ceux qui, déjà, mieux que moi, prennent le courage de le faire déjà au Cameroun sans plus attendre. Je les apprécie, je les remercie pour cela. On vous le souhaite en tout cas, ce partage d'expérience entre vous qui êtes sous d'autres cieux et les vôtres qui sont restés de l'autre côté, qui ont besoin aussi de ce transfert de compétences, ce transfert d'expérience, si on peut l'appeler ainsi. Alors à présent, vous, avec votre structure PolyAgriNova, quelles ont été les difficultés pour la lancer, pour la mettre sur pied, et aujourd'hui, Dieu seul sait combien elle tient debout? Alors, je dois dire que il y a deux aspects à mettre en évidence. Il y a l'aspect économique et l'aspect moral. Le moral, c'est ce qui permet d'avoir un équilibre gestionnel dans l'ensemble. Donc, si moralement, on n'est pas solide, on aura plus de difficultés, ou bien on affrontera avec peine les difficultés qu'on retrouve durant le parcours. Et mon entreprise est née grâce à la bourse d'études de l'EDISO. Voilà pourquoi je disais au début qu'il ne nécessite pas d'une dépense économique importante au début. J'ai commencé mon activité avec deux colonies que j'ai achetées en 2012 quand j'étais parallèlement en train de faire l'épreuve universitaire pour la thèse. Et à partir de 2014, j'ai ouvert mon entreprise et pour l'accès aux informations administratives, j'ai été soutenu. Disons que moi, je faisais un stage extracurriculaire chez un apiculteur qui m'a indiqué pas à pas quels étaient les bureaux à visiter pour avoir des informations utiles pour l'ouverture de mon entreprise. Et donc, en 2014, voilà, j'ouvre mon entreprise. Et en ce moment, les deux colonies que j'avais achetées en 2012, je les ai multipliées. Je suis arrivé en 5 colonies en 2012 toujours. Et en 2013, j'ai dû déménager, je me suis déplacé pour m'approcher plus de ce monsieur. Et question de pouvoir lui donner un coup de main aussi en 2013. Et là, je suis arrivé à 25 colonies. La loi italienne demande un minimum de 52 colonies. À l'époque, c'était 52 colonies. Aujourd'hui, c'est un peu ça modifié. Pour pouvoir déclarer de pouvoir vivre de cette activité. Donc, en 2014, voilà, j'arrive à 82 colonies. Et pour des raisons gestionnelles, j'ai commencé à vendre des colonies d'abeilles. Il y a des petites colonies d'abeilles conformes, il y a des apiculteurs qui en ont besoin pour augmenter le cheptel ou alors des nouveaux apiculteurs qui en ont besoin pour commencer. Et ils cherchent des gens qui produisent et vendent des colonies d'abeilles. Voilà alors comment j'ai commencé. Et l'entreprise est née en janvier, le 13 janvier 2014, avec l'enregistrement à la Chambre de commerce, à l'inscription à la Caisse de province nationale et aussi à l'enregistrement auprès du registre, donc des données qui sont utiles pour pouvoir être en règle administrativement et aussi contribuer à la caisse de l'État. Et en 2015, l'entreprise commence à avoir des entrées parce que les premières productions de miel, mais réduites, ont été faites en 2014. Et en 2015, il y avait déjà une augmentation des quantités de demandes des colonies. Et en même temps, la possibilité de faire la vente aux revendeurs des produits, donc du miel. Parce que là, dans la phase d'ouverture d'entreprise, les difficultés administratives étaient tellement élevées parce que le premier problème que j'ai rencontré, c'est le changement du statut de résidence. Alors, je suis arrivé en Italie avec un visa étudiant. Après la soutenance, il était nécessaire de rentrer au Cameroun parce que je n'avais plus la motivation d'y rester.
Et pour pouvoir le continuer, il fallait changer le statut d'étudiant au travailleur. Alors, sur le papier, disons que quand on lit ce qui était écrit sur le papier, il suffit de présenter disons, des motivations de travail, soit autonome ou alors dépendant, donc avec un contrat de travail, pour le changement des documents. Mais ce n'est pas si immédiat la chose. Parce que bon, là, quand je suis arrivé en 2014 avec les données de mon entreprise ouvertes, on m'a fait comprendre que ces données n'étaient pas suffisantes pour pouvoir faire le changement des documents. Donc, j'ai employé 2 ans. J'ai eu le changement du statut de résidence en 2016 pour avoir une carte de séjour. Et ça, c'est une difficulté moralement énorme. C'est une difficulté très, très importante à éviter. En même temps, j'ai eu à faire connaissance de celle qui actuellement est mon épouse à l'université, qui m'a beaucoup soutenu moralement. Alors, je vais dire que si je prends comme 100 le succès de mon entreprise, il y a 60 qui vont chez elle. Parce que moralement, elle m'a épaulé dans des moments difficiles et dans les moments très difficiles. Parce que je ne peux pas dire que dans les bons moments, puisqu'ici, l'entreprise ne connaît pas encore de bons moments. Mais par contre, il y a de la lumière au bout du tunnel. Et je disais, en 2016, l'entreprise avait déjà 130 colonies et l'entreprise parvenait à vendre une 60aine de nucléos par an. Là maintenant, l'entreprise, avec ce qu'ils vendait, investissait dans l'entreprise en même temps. En 2017, la croissance arrive à 230. En 2018, je commence à rôder autour de 270 et jusqu'ici, actuellement, je rôde autour de 300 colonies comme chef tête d'entreprise. Et la nécessité pour moi de faire plus de production est liée principalement au statut d'apiculture que j'ai choisi d'avoir au moment de l'ouverture. Ici, là, on fait une distinction entre l'apiculture conventionnelle et l'apiculture biologique. Moi, à partir de la naissance, j'ai choisi de faire le choix de m'insérer dans un disciplinaire, donc dans un règlement du biologique. Pas pour des motivations économiques, mais parce que déontologiquement et aussi moralement, je sens que le système ou bien le moyen plus soutenable, le moyen plus raisonnable pour un futur durable et amélioratif, c'est le biologique comme point de départ. Ce n'est pas le point d'arrivée, c'est un point de départ. Donc pour moi, l'impact sur l'environnement dans le secteur est fondamental. Malheureusement, nous savons bien que le secteur en ce moment vit des moments de difficultés extrêmes. Mais par contre, chacun fait de son mieux pour améliorer comme il peut les conditions environnementales en réduisant la pollution, en réduisant les dégâts sur des insectes. Et voilà, actuellement, l'entreprise a, comme je disais, 300 colonies et l'entreprise fait des déplacements dans la transhumance. Parce qu'en faisant le biologique, je n'ai pas l'autorisation de faire un soutien aux abeilles avec de l'alimentation qui n'est pas miel, à moins qu'ils soient en train de mourir. Disons qu'il y a des restrictions énormes qui m'obligent quand même à faire des déplacements permanents pour permettre aux abeilles d'avoir toujours des sources de nectar afin de pouvoir se nourrir. Et donc, cette année, actuellement, l'entreprise a atteint 9 qualités de miel différentes. Je ne sais pas si j'ai pu répondre aux questions posées tout à l'heure. Bah oui, vous avez répondu majestueusement. Kenny Takam. Oui. Oui, Paulin, tout à l'heure, tu as parlé de la phase de transition, n'est-ce pas, entre le statut d'étudiant et le statut de travailleur. Et vu ton parcours, tu es passé directement d'étudiant à entrepreneur. Donc, toute cette phase-là, tout ce stress psychologique-là, est-ce que c'est une phase de ta vie que tu pourrais conseiller à des jeunes? Parce que, comme tu le sais très bien, Radio Kamit est une plateforme qui veut partager avec toute la communauté, n'est-ce pas, le savoir-faire et les talents comme toi. Donc, toute cette période-là, stressante, je veux dire, que généralement des personnes ayant bien des rêves à soi personnels de pouvoir, comme on dit ici, de se mettre vraiment à leur profit. Est-ce que tu peux encourager quelqu'un à cette phase-là de ta vie stressante, là, dire ok, dans tous les cas, fais-le et continue comme ça? Est-ce que c'est encourageable ce statut d'étudiant à entrepreneur directement comme ça? Merci bien pour la question.
La réponse ne peut pas être directe dans ce cas-là. Parce que moi, je vais répondre un peu en parabole. Un entrepreneur prend en considération les coûts de gestion communs et les coûts fixes d'entreprise. Dans les coûts fixes, on sait qu'il y a le carburant à payer, il y a le loyer, il y a les véhicules, il y a les matières premières et autres. Les coûts variables, il y a des imprévus également. Tout ceci peuvent devenir des difficultés s'il n'y a pas de moyens économiques pour pouvoir les soutenir. Moi, la réponse à la question serait, si quelqu'un a la passion, a la décision ou bien l'affirmation de vouloir faire un travail, ce n'est pas le changement de statut qui doit être un obstacle. C'est un problème qui se résout comme d'autres problèmes sur la gestion d'entreprise. Cette année, j'ai eu à perdre 30 colonies en montagne quand je suis allé pour un problème strictement climatique. Mais, alors, ce sont des choses, quand tu fais de la transhumance, tu prends comme risque. Cependant, ce n'est pas que tu vas arrêter de faire du travail parce que les colonies sont en train de mourir. On trouve des solutions. Celui qui a une idée, celui qui a l'envie, la persévérance, ou bien la décision, celui qui prend la décision d'être entrepreneur, doit au préalable savoir déjà que lui, il choisit d'avoir un stress permanent pour toute la vie d'entrepreneur. Donc, c'est pas un entrepreneur autonome, ce n'est pas celui qui a à la fin du mois un salaire qui entre dans la poche. Ce n'est pas celui qui peut se permettre de dire le dimanche que je m'en vais voir des amis pour pouvoir me relaxer, je m'en vais en congé. Non. Parce que la tête de l'entrepreneur doit être permanemment en fonction, à la recherche de l'amélioration des conditions de travail, à la recherche de l'amélioration des coûts, donc la réduction des coûts de gestion. Du coup, pour moi, la documentation, moi, avant de commencer avec le parcours, je savais que ça devait être un problème. Seulement, je n'avais pas imaginé que ça devait être aussi difficile et aussi stressant. Alors, je ne peux pas dire que c'est un parcours très immédiat, ce n'est pas un parcours facile, je vous le rassure, parce que quand on se retrouve à dépenser pour un document de séjour 450 € par an pour renouveler un document, donc tu ne reçois pas le nouveau document avant la péremption de ce qu'on t'a donné, ce n'est pas un truc très très favorable. Ce n'est pas un truc qui aide. Ce n'est pas un truc qui te laisse tranquille. Mais par contre, quand tu as le reçu, ça te met des limites pour des voyages, peut-être d'amélioration des conditions de ton entreprise. Mais en même temps, ça te donne déjà une possibilité. Je me fais toujours une comparaison. Mon pays, le Cameroun, ne m'a pas donné la possibilité d'investir. Moi, je me suis retrouvé dans une condition où un pays me dit que pour investir, il faut ces conditions. Mais malheureusement, même quand tu les remplis, tu ne peux pas le faire immédiatement parce qu'il y a des antinomies, disons que des problèmes entre entreprises, c'est ça? Alors, ce sont des choses qu'on affronte, ce sont des choses qu'on vérifie. Il faut avoir de la patience et chercher à insister. Et là, il y a un truc essentiel, très important à ne pas sous-estimer. La communication avec les autochtones, la communication avec les habitants, la communication avec les associations du secteur d'intérêt est fondamentale. Parce qu'à un moment donné, lorsque on peut exprimer les difficultés qu'on rencontre à des personnes, il arrive qu'il y a une personne qui a affronté les mêmes difficultés, mais a été aidée ou bien a été orientée pour pouvoir améliorer rapidement cette phase de transition. Voilà. Dans l'association des apiculteurs du Piémont, j'ai trouvé des personnes qui avaient affronté ce genre de problème et qui m'ont fait comprendre que ce n'était pas un truc qui était lié à l'individu, moi, mais c'était un truc qui était commun à plusieurs autres personnes. Alors, là, c'est vrai que ce n'est pas une solution, mais ça améliore la perception morale de la difficulté. Bien évidemment, après insistance, parfois, en 2016, quand je suis allé avec de l'aide d'une personne pour demander quelle est la motivation du rejet de la variation de la documentation, la personne chargée pour cette phase a simplement dit qu'elle n'a jamais eu à recevoir mon dossier sur sa table. Donc ça veut dire depuis 2012 que j'ai commencé avec la transition.
2014 que j'ai commencé avec le fournissage des informations utiles pour le faire. Elle n'a jamais vu le document qui était utile pour faire cette transition. Vous comprenez que là, il y a un problème qui s'est posé entre le dépôt de mes dossiers et l'accès de ces dossiers auprès de la personne intéressée. Mais là, bon, disons que quand le rejet du dossier arrive une fois, deux, trois fois, ça démoralise énormément. Mais si vous aimez ce travail, il faut persévérer. Justement, la persévérance, et puis c'est tout le problème tant décrié de la bureaucratie de ce pays qui nous accueille, l'Italie, je l'ai nommé, comme le diront plusieurs entrepreneurs comme toi, Paulin, je me force finalement de te tutoyer. Ouais, tu m'as autorisé, mais bon. Non, pour moi, c'est important parce que, disons, pour moi, je n'aime pas tellement le respect parce que le respect, pour moi, ça met des barrières. Ça limite. Et là, je le comprends. Alors, nous allons parler de toute autre chose. En parcourant le site de PolyAgriNova, c'est comme une visite touristique, rien que parcourir ce site. Est-ce qu'il te tente, voilà, j'y arrive. L'idée de faire de la structure voilà, on a vu souvent les agritourismes faire voilà des visites, la reconvertir aussi. Est-ce que tu y penses de temps en temps? Quoique, je voudrais partager, avant de te laisser la parole, cette expérience, voilà, d'une dégustation à laquelle j'ai été invité, oui, parce que j'ai goûté à ton miel, ou alors au miel de PolyAgriNova. Il est très bon, il est délicieux. J'inviterai les autres d'ailleurs à le faire, parce que tu nous diras où on peut le trouver. Donc, justement, est-ce qu'une activité du genre à faire venir des personnes pour une visite et tout, est-ce que tu y penses? Alors, comme je disais au début, mon entreprise est née principalement pour chercher à venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Et pour le faire, il faut se faire connaître. Pour le faire, il faut faire connaître de quoi il est question. Donc, j'ai, à part les difficultés bureaucratiques, à part les difficultés qui sont cette année-ci liées au Covid, depuis 2015, j'ai intégré un circuit des entreprises du Piémont. En italien, ils appellent ça fattorie didattiche. Donc, ce sont des entreprises qui peuvent fonctionner comme des points de référence pour des stages formatifs, des stages d'amélioration de courte durée, donc d'une journée. Alors, actuellement, je ne suis pas encore inséré sur la liste régionale parce qu'il y a des problèmes en ce moment au niveau de la région pour pouvoir faire la visite au sein de l'entreprise et vérifier effectivement les communications données sont réelles. Mais, qu'à cela ne tienne, chaque année, je reçois dans l'entreprise soit des écoles. Disons que l'apiculture, heureusement, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de limite. C'est intéressant pour des enfants de 2 ans, de 3 ans, pour des personnes de 30 ans, pour des adultes, jusqu'aux personnes plus matures, 70, 80, 90 ans. Donc, à tout le monde, ça sert l'apiculture et ça aide beaucoup quand ils font des visites. Je suis ouvert, je suis disponible. Je n'aimerais pas dire 24 sur 24 parce qu'il faut au moins se dédier quelques heures aussi à la famille. Mais quand même, dans les heures d'ouverture de bureau, je suis disponible à faire des visites guidées. Bien évidemment, en ces périodes, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a des restrictions. Et chaque année, disons qu'il y a des réservations par des écoles ou bien par des touristes pour faire des visites guidées. Dans certains périodes de la saison, il y a la possibilité de faire des visites expérimentales, donc des visites un peu instructives. Donc vous venez, on fait la visite et on travaille aussi ensemble sur certaines phases de production des produits. Et pour les dégustations également, c'est faisable. Chaque samedi, malheureusement hier, je n'ai pas pu le faire, chaque samedi à partir de 18h30, il y a une directe Facebook pour ajourner les gens qui n'ont pas pu venir en entreprise sur la dégustation des produits. Et en même temps, rendre disponible le portail de l'entreprise pour permettre à ceux qui ont des doutes ou bien des questions dans le secteur ou d'autres choses à s'exprimer et recevoir des réponses. Pour ceux qui sont curieux ou qui aimeraient effectivement goûter ces produits, il suffit de faire une visite sur la page Facebook ou encore mieux sur notre site www.polyagrinova.com. Et là, je pense que le site est assez explicite. Et d'ailleurs, je vais essayer un peu, je ne sais pas,
même si je peux dire que c'est une publicité, parce que là, c'est important. Allez-y, vous êtes permis. Tu es permis. Alors, mon site, en 2014, a été créé par une personne à moi très chère. Malheureusement, en 2017, ça a été acquéré et effacé complètement. Le nouveau site que vous allez voir a été fait par une entreprise il y a des Camerounais et Togolais, je pense. Donc, par une entreprise aussi de jeunes compatriotes qui d'ailleurs sont vraiment compétitifs et qui travaillent d'une façon rapide et aussi très précise. D'ailleurs, en regardant le site, vous aurez quand même la perception que ce que je suis en train de vous dire ne sont pas des boubins, parce que c'est la réalité. Et en même temps, actuellement, nous sommes en train de passer vers la phase de Noël, et donc du coup, des personnes ont souvent la nécessité de faire des pensées ou bien des petits cadeaux. Et là, sur le site, vous trouverez des idées géniales, des idées, permettez-moi, très économiques, mais aussi utiles. Parce que le miel, la chance que tout le monde a à donner du miel comme cadeau, c'est qu'on donne un produit qui est consommable, mais c'est un produit quand même particulier. Moi, je ne vends pas le miel comme produit miel. Ce que je vends comme miel, c'est le sacrifice des insectes, des abeilles. En même temps, leur apport sur l'amélioration de l'environnement, sur l'amélioration du climat de la planète, et aussi faire comprendre quels sont les délices que notre planète nous permet de pouvoir utiliser. Donc, c'est aussi conscientiser celui qui prend ces produits d'être un peu plus respectueux sur la gestion de l'espace, ou bien de la possibilité qu'il a eue de vivre cette expérience ou bien ce moment-là. Je me rappelle une fois, lors des visites, un monsieur qui m'avait posé la question de savoir si je préférais recevoir de l'argent, même si le destinataire du produit, parce que j'avais dit, si quelqu'un me prenait un produit, je suggère de goûter d'abord, vérifier si c'est de son goût avant de le prendre. Et il m'a répondu, mais ça, si je donne l'argent, tu as déjà reçu l'argent, peu importe ce que je fais après du produit, ça ne t'intéresse pas. Il dit, non, là, il y a un problème sérieux. Je préfère que tu tiennes ton argent, mais sans jeter ce produit, parce que le miel, malheureusement, nous ne le savons pas, c'est un sacrifice énorme pour ces insectes. L'abeille, pour récolter ce miel, fait des parcours, des kilomètres, des milliers de kilomètres. Et là, il est nécessaire pour nous de les respecter, ces choses-là. C'est la passion qui parle. Nous sommes sur la vitrine de l'emploi. Nous avons passé un agréable moment ensemble. Nous allons bientôt sortir. Il nous reste quelques secondes encore à grignoter ensemble. Pas qu'on ne se sent pas bien, on se sent merveilleusement bien. Kenny Takam. Oui, Paulin, ma question était un peu liée, n'est-ce pas, à l'impact que ton activité a sur notre communauté, même ici dans le Piémont, je veux dire, plus en particulier, même, disons, dans toute l'Italie. Est-ce que tu te sens, comment dire, écouter, ou bien je vais dire, tes produits réussissent aussi à arriver dans les familles de la diaspora? Alors, merci pour la question. Disons que présentement, je ne saurais répondre parce qu'actuellement, j'ai un pourcentage d'achat des produits. Je ne saurais donner un pourcentage réel de ceux de la diaspora. Mais certainement, il y en a assez. Bon, disons, dans les 3 dernières années, il y en a assez de compatriotes qui sont liés déjà aux produits. Le point de départ, c'est celui-ci. Au Cameroun, je n'ai pas eu l'art de pouvoir connaître l'achat du miel ou bien la consommation du miel. Et je ne connais pas autant de Camerounais ou bien de compatriotes qui sont liés à la consommation du miel comme utilisation, pas du sucre normal, mais du miel pour rendre sucré des produits. Et des motifs économiques, pour moi, mentalement, sont déjà un limite. Donc, je n'ai jamais poussé, je n'ai jamais cherché à booster la connaissance de mes produits vers mes compatriotes parce que moi, j'ai fait un produit qui est cosmopolite. C'est un produit qui est généralement utilisé par tout le monde. Je ne cherche pas à convaincre quelqu'un d'acheter mon produit, mais je mets à la disposition de la personne toutes les conditions réelles pour goûter d'abord le produit et après maintenant se convaincre soi-même si continuer à prendre ce produit ou pas. Alors, nous, on a quand même une culture qui nous donne des réticences à avoir accès à certaines réalités. Moi, je conseillerais à tout le monde de goûter du miel. Mais en même temps, je ne serai à mesure de savoir si l'appréciation de la personne est réelle, est sincère, ou bien la personne n'a pas besoin de me désoler en me donnant une appréciation. Et les compatriotes qui ont goûté ces produits, à nos jours, continuent de les consommer et faire consommer aussi à des connaissances.
Ceci me fait comprendre qu'effectivement, l'appréciation n'est pas vague, l'appréciation n'est pas seulement fictive, mais c'est réel. Et là également, ce serait génial de recevoir une collectivité, une communauté de compatriotes dans l'entreprise, pour ceux qui en auront besoin, pour vérifier si eux, ils ont des questions. Quelles sont les questions qu'il y a? Je suis ouvert, je le répète, à donner toutes les informations dont je suis en mesure de répondre, bien évidemment, parce que si je ne les connais pas, je ne peux pas répondre. Et aussi aider, si, dans la mesure du possible, à orienter une personne pour faire ce de quoi on choisit de faire dans la vie. Et pour le moment, ça, c'est la première année. Disons, 2021, c'est la première année où l'entreprise aura un système de parcours différent des autres années. Parce que jusqu'ici, l'entreprise était engagée dans le développement de la structure en général. L'année prochaine, l'entreprise commence à se structurer dans la production. Donc, du coup, ça nécessite aussi une organisation très différente et aussi une vision différente des choses. Ça veut dire quoi? Dans la partie de l'année prochaine, je suis obligé à faire la recherche du client. C'est alors là que je saurai si mes compatriotes sont en mesure de faire une consommation ou pas. Parce que je n'ai pas encore commencé avec cette phase de promotion. En passant même, je pense qu'à partir du 10 décembre, il y aura des promotions sur la page. Et pour ceux qui suivent la page, ils en auront l'occasion aussi de regarder. Et donc, il faut maintenant faire un travail qui est très important. Il ne suffit pas de produire. Il faut produire et vendre, mais vendre à ce bon prix. Et ça aussi, c'est un autre problème sérieux pour l'entrepreneur. Parce que ce n'est pas immédiat. Être étranger, s'insérer dans un secteur très difficile, l'agriculture en Italie, parvenir à convaincre les acheteurs que ce produit est équivalent ou alors, permettez-moi le moi, est supérieur en qualité de certains produits qu'ils reçoivent déjà. J'ai eu énormément de difficultés dans ces phases-là, mais avec le temps, les premiers acheteurs ont porté d'autres acheteurs. Voilà pourquoi, à partir de l'année prochaine, j'ai la nécessité d'augmenter la quantité de produits. Parce que j'ai une demande qui dépasse déjà la quantité ou bien l'offre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En tout cas, nous serons, nous, au niveau de Radio Camille, très ravis d'accompagner ces initiatives de promotion. Et bien sûr, on invite les uns et les autres qui regarderaient cette production de bien vouloir se faire ce petit cadeau, vu les fêtes de Noël approchant, à leurs proches, et peut-être faire un tour sur votre site surtout pour voir le choix qui leur suit. On mettra tout en description de cette émission. Je rappelle que vous êtes Paulin Takumbo Takam, ingénieur agronome, promoteur de l'entreprise Polyagri Nova, une entreprise qui a connu quand même quelques succès, quelques récompenses sur le plan national. Nous sommes en Italie. Et je vais sortir par cette question, peut-être bête, mais on va sortir par là. Si ça vous fait rire, ne m'en voulez pas. Vous dites, le miel au Cameroun n'est pas encore le miel pour la plupart de ce que vous avez goûté jusque-là. Est-ce à dire que les abeilles ont des nationalités? Ce ne sont pas les mêmes abeilles qui... Alors, disons que bon, la chance que nous on a dans ce secteur, c'est que l'insecte, d'un point de vue botanique de la taxonomie, c'est l'abeille, l'espèce abeille. Alors en ce moment, on peut avoir peut-être des souches, des races différentes. Il y a, par exemple, en Italie, on doit avoir la ligustica ou alors la sicula. Et actuellement, il y a d'autres races qui sont entre la backfast. Dans la zone d'Afrique centrale, subsaharienne, on a la dansoni. Donc, il y a les caractéristiques morphologiques très différentes par rapport il y a beaucoup de traits communs, mais il y a aussi des caractéristiques morphologiques qui sont différentes. Voilà pourquoi la ruche qu'on utilise en Italie ne peut pas être utilisée telle qu'elle est au Cameroun. Mais le fonctionnement d'abeilles, parce que dans le règne animal, dans la partie des insectes, dans l'ordre des insectes, les abeilles qui vivent en société, dont les insectes dans ce club-là, hyménoptères, qui vivent en société sont les abeilles, les uniques. Il n'y a pas d'autres. Alors, la récolte du miel, la transformation du nectar en miel,
c'est la même pour les abeilles en Italie que les abeilles au Cameroun. Par contre, une fois que le nectar a été transformé en miel, avant d'arriver sur notre table, il y a des parcours que ce produit effectue. Le problème naît du moment où l'homme commerçant, pour pas tous, bien évidemment, il faut bien comprendre ça, certains commerçants, avec je ne sais pas si je peux dire, le désespoir, avec la difficulté économique, cherchent à augmenter la quantité du produit pour avoir un gain meilleur. Donc, on cherche des imitants de qualité gustative du produit pour permettre une quantité majeure et avoir donc des gains majeurs. Par exemple, après analyse, parce que c'est depuis 2012 que je prends des miels du Cameroun pour faire analyser ici et voir quelles sont les caractéristiques comme de la composition chimique, la composition organoleptique, la composition maintenant botanique, afin d'avoir peut-être des traces qui dans le futur pourront aider pour améliorer l'espèce nectarifère de notre pays. Donc, sur ces analyses, on trouve par exemple la banane. La banane n'est pas du nectar. Sur ces analyses, on trouve le sirop. Ça, ce n'est pas du nectar. Donc, il y a l'adultération du produit pour avoir une quantité majeure. Et malheureusement, la banane fermente. Donc, ça peut produire maintenant des produits, des toxines, des maladies pour celui qui consomme. Donc, traditionnellement, par exemple, il y a des gens qui prennent du miel comme ingrédient de médecine traditionnelle. En ce moment, au lieu de trouver la santé, ils trouvent la mort. Voilà pourquoi il dit que le miel, sur certains endroits au Cameroun, ne sont pas sûrs de consommer. Pour moi, l'objectif de pouvoir faire à ce qu'on puisse avoir des capacités productives au Cameroun, c'est de, premièrement, motivé par la santé de nos compatriotes, pas motivé par l'économie. Allez, Paulin Taka, merci de vous être prêté au jeu de cette production, de cette émission. Kenny Taka, un mot pour terminer. Votre micro, s'il vous plaît. Oui, Paulin, merci vraiment d'accepter notre invitation. Et on va justement sortir de cette émission qui a été vraiment très, très, très enrichie. Et j'espère vraiment qu'on aura un second épisode de cet entretien parce que je me rends compte que tu as beaucoup à dire sur ce sujet que nous sommes en train de parler depuis peu. Donc, merci encore et bon après-midi à tous. C'est moi qui vous... Un dernier mot, voilà. Disons que c'est moi qui vous remercie parce que bon, ça c'est l'occasion aussi pour faire comprendre, pour faire connaître aux autres compatriotes ou à tout le monde, tous ceux qui vont regarder l'émission, qu'il y a des réalités qui peuvent être utilisées. Je ne sais pas si je peux dire comme exemple, mais quand même qu'il y a la possibilité de réaliser des choses. En même temps, je me rends disponible et d'ailleurs, par rapport à la sollicitation de Roméo, je pense que dès que les conditions pourront le permettre, je serai ravi de vous recevoir dans le siège de l'entreprise pour qu'on puisse aussi observer ensemble quelles sont les réalités de l'entreprise. Je remercie aussi Radio Kamit pour cette initiative qui permet vraiment d'avoir une vision différente de ce que c'est que l'intégration, parce que ça c'est utile aussi pour comprendre qu'il y a d'autres réalités qui permettent d'avoir une intégration croissante, une intégration profitable, une intégration utile pour le pays d'intégration. Merci encore de venir pour vous et très bonne suite. Le plaisir est le nôtre. Merci à vous d'avoir regardé, vous écoutez la vitrine de l'emploi. Si il vous a intéressé l'invité d'aujourd'hui, ce qu'il a dit en tout cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Bien le bonjour à tous.